À mes anciens collègues, tous les professionnels du département de la justice et du FBI, dont le dévouement inébranlable permet de préserver la grandeur de notre pays. Introduction. Parce que l'homme est doté d'un sens de la justice, la démocratie est possible. Mais parce qu'il est enclin à l'injustice, elle est nécessaire. Reynold Niebuhr. Une dizaine de pâtés de maison séparent le quartier général du FBI et le Capitole, mais j'ai tellement emprunté Pennsylvania Avenue, dans les deux sens pour de courtes missions, que chacun d'eux est resté gravé dans ma mémoire. Et c'est presque devenu un rituel de longer en voiture les files de touristes qui se pressent devant l'entrée des archives nationales pour découvrir les documents originaux de l'histoire américaine, de passer devant le Newseum et son fronton sur lequel s'affichent, ciselés dans la pierre, les mots du premier amendement, ou devant les vendeurs de t-shirts et les food trucks. Nous étions en février 2017. J'étais assis à l'arrière d'une Chevrolet Suburban noire blindée du FBI. On avait enlevé la deuxième rangée de sièges, du coup, j'avais pris place sur l'une des deux banquettes du fond. J'étais habitué à contempler le monde extérieur par une petite vitre par balles teintée. Ce jour-là, je me rendais à une nouvelle réunion du Congrès, classée top secret, à propos de l'ingérence des Russes dans la campagne électorale de 2016. Il est toujours difficile de comparaître devant les membres du Congrès, et c'est, en règle générale, une expérience assez démoralisante. Presque tous les intervenants ont l'air de chercher uniquement à défendre leur camp et ne s'intéresser qu'aux fragments d'informations qui satisfont leur opinion. Ils se chamaillent entre eux par votre intermédiaire. « Monsieur le directeur, si quelqu'un dit blanc, cela ne fait-il pas de lui un parfait imbécile ?» Et la réponse transite également par vous. « Monsieur le directeur, si quelqu'un dit que la personne qui a dit blanc est un imbécile, n'est-ce pas lui finalement le véritable imbécile ?» Mais quand il fut question de l'une des élections les plus controversées de l'histoire des États-Unis, les discussions sont devenues encore plus acerbes. Peu de gens étaient enclins ou à même d'oublier leur intérêt politique pour essayer de rétablir la vérité. Les républicains voulaient obtenir l'assurance que les Russes n'avaient pas élu Donald Trump. Les démocrates, encore sous le choc des résultats de la dernière présidentielle, qui s'était achevée quelques semaines auparavant, recherchaient la preuve inverse. Il était difficile de trouver un terrain d'entente. On avait l'impression de se retrouver à un dîner familial de Thanksgiving organisé par la justice. Le FBI, et moi à sa tête, était l'otage de ces rancœurs partisanes. L'expérience n'était pas réellement nouvelle. Nous avions été happés par cette élection dès juillet 2015, lorsque nos spécialistes avaient ouvert une enquête criminelle sur l'utilisation par Hillary Clinton d'informations classifiées sur son système de messagerie personnelle. À l'époque, les simples mots « enquête » et « criminel » provoquaient des polémiques stériles. Un an plus tard, en juillet 2016, nous avons lancé une investigation pour déterminer si les Russes avaient bien tenté d'influencer l'élection présidentielle en nuisant à la candidate Clinton et en aidant Donald Trump à accéder au pouvoir. Le bureau se trouvait dans une situation fâcheuse, voire inévitable. Bien qu'il fasse partie du pouvoir exécutif, le FBI a vocation à rester en retrait de la vie politique américaine. Sa mission est d'établir la vérité. À cette fin, le FBI ne doit choisir aucun camp, si ce n'est celui de son pays. Ses membres ont, évidemment comme tous les citoyens, leur opinion politique personnelle, mais quand ils se lèvent dans une salle de tribunal ou devant le Congrès pour faire leur compte-rendu, ils ne sauraient être considérés comme des républicains ou des démocrates ou comme appartenant à un clan quelconque. Il y a 40 ans, le Congrès a imposé au directeur du FBI un mandat de 10 ans afin de renforcer cette indépendance. Mais dans une capitale et un pays déchirés par les conflits partisans, l'autonomie du FBI, perçue comme anormale et déroutante, est constamment mise à rude épreuve. Les professionnels de l'agence ont subi une pression d'enfer, d'autant que tout le monde ne cessait de douter de leurs intentions.
J'ai jeté un coup d'œil à Greg Brower, le nouveau dirigeant des affaires du Congrès au FBI, qui m'accompagnait au Capitole. Greg était un homme de 53 ans, originaire du Nevada, aux cheveux poivre et sel. Nous l'avions débauché d'un cabinet d'avocats. Auparavant, il avait occupé le poste de procureur fédéral en chef du Nevada, État dont il avait également été sénateur. Outre sa compétence en matière de mise en application des lois, il avait une grande connaissance du monde âpre de la politique et de ses règles si particulières. Son travail consistait à représenter le FBI dans l'univers infesté de requins du Congrès. Mais Greg Brower n'avait pas signé pour se retrouver au cœur de cette tempête qui s'était littéralement déchaînée après les résultats choquants de l'élection de 2016. Il avait rejoint le bureau depuis peu, et je craignais que cette folie ambiante et la pression ne finissent par l'atteindre. Je me demandais s'il n'allait pas brusquement ouvrir la portière de la Suburban pour prendre la poudre d'escampette. Plus jeune, il m'aurait suffi de seulement quelques témoignages sous serment devant le Congrès pour avoir la même envie. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai deviné qu'il pensait la même chose que moi. Qu'ai-je donc fait pour me retrouver là? Alors, devant son inquiétude, j'ai rompu le silence. « Super, non ?» ai-je lancé d'une voix tonitruante qui a sans nul doute attiré l'attention des agents assis à l'avant. Brower m'a interrogé du regard. « Nous sommes dans la merde », ai-je renchéri. À présent, il paraissait décontenancé. Le directeur du FBI venait-il de prononcer le mot « merde » ? Ouais, je l'avais dit. « On est dans une merde noire », ai-je repris en affichant un sourire excessif et en levant les bras pour souligner l'amplitude du problème. « Où donc aimeriez-vous être en ce moment ?» ai-je ajouté en massacrant la tirade d'Henri V de Shakespeare. « Et les gens, ce soir, dans leur lit en Angleterre, regretteront de ne pas s'être trouvés ici. » Il s'est mis à rire et il a paru se détendre. Moi aussi. Même si je restais convaincu que l'idée de sauter de la voiture en marche lui avait traversé l'esprit. Le malaise s'était dissipé. Nous avions repris notre souffle. L'espace d'un instant, nous n'étions plus que deux hommes qui partaient en voyage. Tout se passerait bien. Mais ce moment de détente n'a pas duré. Nous sommes arrivés au Capitole où il nous faudrait parler de Poutine, de Trump, de soupçons de collusion, de dossiers secrets et de ce que savaient vraiment les gens. Ce n'était qu'un nouvel épisode de stress dans l'une des périodes les plus folles, les plus cruciales et même les plus instructives de ma vie, et d'aucuns diraient de l'histoire des États-Unis. Plus d'une fois, je me suis posé cette même question. Qu'ai-je fait, bon sang, pour me retrouver là? Chapitre 1. La vie. Ne pas penser à mourir, ce n'est pas penser à vivre. Jane Arden. La vie est bâtie sur un mensonge. En 1992, j'étais assistant du procureur fédéral de New York. Et ce sont ces mots que j'ai entendus dans la bouche d'un membre influent de l'une des plus célèbres familles du crime organisé des États-Unis. Salvatore Gravano, Sammy the Bull, était le mafieux américain le plus haut placé à s'être repenti et à bénéficier du système fédéral de protection des témoins. Pour éviter une condamnation à perpétuité, et aussi parce que le FBI lui avait fait écouter des enregistrements dans lesquels son boss, John Gotti, le critiquait vertement dans son dos, il avait décidé de retourner sa veste. Une fois à notre charge, Gravano m'avait initié aux règles de vie de la mafia. On ne faisait partie officiellement de la Cosa Nostra, n'autre chose, qu'après avoir prêté serment lors d'une cérémonie secrète qui se tenait devant le boss, ex-underboss, et le consigliere de la famille. Après son intronisation, le criminel devenait un affranchi. « Sais-tu pourquoi tu es ici ?» lui demandait-on lors du rituel d'initiation. L'élu devait répondre « non », même si, comme l'a expliqué Gravano, seul un imbécile n'aurait pas compris pourquoi tous les chefs du clan s'étaient rassemblés autour de lui dans la cave d'un nightclub. Durant près de 2 décennies,
les parrains de la mafia américaine avaient décidé qu'il n'y aurait plus de nouveaux membres. En 1957, suite à de vives préoccupations sur le contrôle de la fiabilité et l'infiltration d'informateurs, ils avaient fermé les livres d'adhésion. Merci d'avoir écouté ce livre audio. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire pour participer au tirage au sort.